Massa Al-Khir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. L'invitée de ce soir est Madame Inès Wouters, avocate au barreau de Bruxelles. Madame Wouters, Maître Wouters, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai pu me procurer une lettre, une missive que vous avez adressée à Madame Céline Frémont, la nouvelle ministre de l'Emploi du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, où vous vous plaigniez du nouveau règlement d'Actiris, l'ancien Orbem, qui porte atteinte à 3 de vos clientes musulmanes qui portent le foulard islamique. Alors, de quoi il s'agit exactement ? Écoutez, je ne sais pas comment, je ne vous poserai pas de questions sur la manière dont vous l'êtes procuré, mais effectivement, il n'y a rien de véritablement secret à ce sujet-là. Actiris a effectivement adopté, il y a quelque temps, un règlement de travail qui interdit aux personnes le port du couvre-chef. Et donc, dans tous les employés d'Actiris, 3 femmes qui portent le voile ont estimé que ça leur portait atteinte et ont demandé à Actiris de bien vouloir faire une dérogation en ce qui les concerne, parce que ne voulant pas nécessairement remettre en cause le règlement tel qu'il existe, puisqu'il parle du couvre-chef, elles ont estimé en revanche qu'elles avaient droit à avoir une dérogation. Puisqu'elles portent non pas un couvre-chef pour des raisons anodines. Soyons précis, quelle est la différence entre un couvre-chef et un foulard islamique ? Un foulard islamique est un couvre-chef. Mais un couvre-chef, c'est beaucoup plus aussi qu'un foulard islamique. Ça peut viser bien d'autres hypothèses, une casquette, un chapeau, ou que sais-je. Ça veut dire que c'est tout ce qui couvre la tête, et surtout le sommet de la tête. Un foulard sikh, par exemple. Ce serait évidemment un couvre-chef aussi. Le foulard sikh a d'ailleurs beaucoup de problèmes aussi, et bien que ça concerne des hommes et non pas des femmes. Alors, ne voulant pas remettre en cause nécessairement le règlement de travail en tant que tel, elles ont simplement sollicité la possibilité de pouvoir bénéficier d'une dérogation. Or, il est manifeste, et les éléments... Peut-être une question d'abord, pour être très très précis, parce que c'est un dossier très très complexe. En quoi consistait la dérogation ? Alors, il n'y a pas de dérogation. Elles ont demandé une dérogation. Oui, mais en quoi consistait leur demande de dérogation ? Leur demande, c'est de dire, voilà, dans la mesure où elles portent le voile intégral, pas l'intégral, excusez-moi, le voile islamique pour des raisons religieuses, elles bénéficient d'une liberté fondamentale qui est protégée par la Constitution et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par conséquent, elles s'estimaient fondées à pouvoir demander une dérogation en ce qui les concerne. Et elles ont aussi invoqué la loi contre les discriminations du 10 mai 2007 qui précisément interdit les discriminations, notamment pour des raisons religieuses, que ces discriminations soient directes ou indirectes. Donc autrement dit, ils demandaient à Actiris, OK pour le règlement d'ordre intérieur, ou de règlement de travail, pardon, qui interdisait le port de casquette, etc., ou de couvre-chef de manière générale, mais une dérogation permettant à ces femmes musulmanes de porter le foulard musulman parce que c'était pour elles une obligation religieuse garantie par les lois de notre pays. Voilà, c'est ça. Donc c'est très particulier puisqu'elles ne portaient pas le couvre-chef par goût, par caprice, mais vraiment par conviction religieuse. Et ce faisant, elles estiment pouvoir bénéficier des lois qui protègent de la Constitution et la Convention européenne, et donc invitant Actiris à se conformer finalement à ces obligations, qu'elles soient au niveau national et international. Quelle était la réponse d'Actiris ? Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse d'Actiris, nous en attendons toujours une. Par contre, d'après nos informations, il semblerait, et dans le fond c'était bien l'objectif, je dirais, du règlement de travail, on glisserait vers une neutralité de l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut plus cette fois-ci, non pas se couvrir la tête, mais on ne peut plus avoir de signes religieux sur les lieux de travail. Donc cela montre que l'objectif derrière l'interdiction générale du couvre-chef, en fait, c'était bien les personnes qui portent le foulard islamique qui étaient visées, puisque maintenant la nouvelle mesure tend à les viser beaucoup plus spécifiquement. On a voulu couvrir, peut-être sous un terme assez généraux, une interdiction très spécifique, et donc ces personnes, en allant faire une demande de dérogation spécifique, pour elles, en fait, vidaient de sens, quelque part, le règlement de travail. Alors, si vous me permettez une autre question, oui. Je crois qu'on est là pour ça. Pourquoi Actiris maintenant utilise ce prétexte, on va dire, de neutralité pour renforcer son dispositif réglementaire ? Ce glissement qui a lieu à l'heure actuelle, en réalité, est le même que celui qui est à la base de l'interdiction du couvre-chef. Vous pensez bien que ce n'est pas le couvre-chef qui a préoccupé quiconque. Ce qui les a préoccupés, c'était bien les femmes qui portaient le voile islamique. Et donc, on n'a, dans un premier temps, sans doute pas voulu le viser de manière trop spécifique. Mais comme les personnes qui étaient finalement les seules concernées, c'était celles qui portaient le foulard islamique, on cherche à trouver un autre
un autre fondement, je dirais, pour toujours interdire finalement le foulard islamique. Et en quoi ce fondement de neutralité, peut-être, est pour Actiris, est plus important ou plus dissuasif vis-à-vis de ces femmes? Pourquoi on utilise la neutralité? Parce que ça permet de ne pas pouvoir faire de dérogation en ce qui les concerne. Si mes clientes invoquent le fait de pouvoir bénéficier d'une dérogation, ça veut dire que, en fait, le foulard islamique serait autorisé. Donc, en disant non, maintenant c'est la neutralité de l'État et les signes religieux sont interdits au nom de la neutralité de l'État, on ne peut pas leur faire de dérogation. Donc, si j'ai bien compris, Actiris, par la neutralité, elle vise la neutralité du service et des personnes. Voilà. Est-ce que c'est une définition qui vous convient? Alors voilà. Alors la neutralité est un très grand débat, comme vous le savez, en Belgique. De quelle neutralité parle-t-on? La neutralité veut-elle dire que l'État ne se préoccupe pas des questions religieuses et laisse à chacun le soin de pouvoir en décider pour lui-même et donc peut occuper un poste même à autorité du moment que le service soit neutre, c'est-à-dire que la personne fasse ce qu'elle est censée faire, ne fasse pas de discrimination favorable ou défavorable en fonction d'une série de critères. Normalement, la neutralité de l'État, c'est-à-dire du service, est respectée. D'autres voient au contraire dans la neutralité de l'État une sorte, je dirais, d'homogénéisation des apparences, d'ailleurs qui peut changer selon les modes par contre, et qui fait qu'on ne peut pas percevoir chez quelqu'un, notamment qui a des positions qui ont un rapport, je dirais, avec les services publics ou avec les services de l'État, où on peut connaître ses convictions religieuses. Je vous avoue que je ne partage pas du tout cette conviction de la neutralité. D'autant moins qu'en ce qui concerne ces personnes, elles travaillent chez Actiris déjà depuis 20 ans, 10 ans et 6 ans. On n'a jamais pu leur reprocher quoi que ce soit d'avoir fait du favoritisme ou du communautarisme en montrant leurs convictions religieuses. Mais non seulement elles ne l'ont pas fait, mais en plus on aurait du mal à le reprocher puisqu'elles sont en back service. Alors oui, on va revenir pour parler de ça, mais si tout allait bien, pourquoi soudain Actiris veut changer les choses? Mais ça c'est un débat qui dépasse très largement Actiris. Ça traverse, je dirais, un peu tous les services publics dû probablement à l'émergence ou à la visibilité grandissante de personnes qui sont, comme on dit, issues de l'immigration et qui viennent maintenant occuper des postes dans des fonctions, vont à l'université, travaillent, etc. Alors que pendant tout un temps, étaient plutôt confinés à d'autres tâches où ces questions, finalement, n'étaient pas tellement importantes. Est-ce que cela veut dire que les musulmans, de manière générale, qui commencent à devenir plus visibles, à accéder à des postes à responsabilité, dérangent? Mais ça dérange sans doute un certain nombre de gens. Ça pose évidemment la question de l'immigration, de la politique de l'immigration, comment a-t-elle été menée, parce que tout d'un coup, cette visibilité qui, pour un certain nombre de personnes, est dérangeante parce qu'elle n'était pas prévue. Elle remet en cause une certaine image que l'on se fait, à mon avis, de la société. Et donc, ce dérangement est doublé maintenant, évidemment, d'une mondialisation grandissante qui n'a rien à voir avec l'immigration, mais avec beaucoup d'autres sujets, que ça a commencé par l'Europe, la mondialisation de l'économie, de la finance, enfin, et que sais-je. Donc, il y a un malaise manifeste et qui va se cristalliser sur ce qui est évidemment le plus visible. Et le plus visible, c'est évidemment son voisin et celui qui ne nous ressemble pas. Alors pour revenir à vos clientes, ce sont 3 femmes qui travaillent chez Actiris depuis 20, oui. 10 et 6 ans. Ils n'ont jamais posé problème. Non. L'administration était satisfaite de leur travail. Et puis maintenant, on leur dit soit vous enlevez votre foulard, soit on vous licencie, c'est ça? Voilà. Et si le règlement de travail est effectivement maintenu, s'il est modifié maintenant, s'il est maintenu, il reste évidemment des sanctions disciplinaires et c'est là l'enjeu dans un contexte qui n'est pas nécessairement facile. Ce sont des femmes, donc ce sont elles qui sont plutôt visées. C'est d'autant plus dérangeant qu'Actiris a une politique de diversité, en tout cas affichée. Mar semble avoir du mal à pouvoir en faire autant dans ces lignes, au nom d'un principe dit de la neutralité de l'État, mais sur base d'un débat qui dépasse complètement Actiris. C'est très intéressant ce que vous dites dans Actiris, qui est censé aussi faire la promotion de la diversité dans l'emploi, oui, et combattre les discriminations, oui, à l'embauche et dans l'emploi, semble faire elle-même de la discrimination parce qu'elle empêche des femmes de travailler. Oui, et au nom d'un autre principe. La seule raison qu'elle porte un couvre-chef religieux. Voilà, et au nom d'un autre principe. Voilà, c'est au nom d'un autre principe qui est celui de la neutralité de l'État, mais qui, à supposer qu'il a la connotation qu'on veut lui donner,
ne me semble même pas tenir face aux libertés fondamentales dans la mesure où elles sont garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Maintenant, je ne vais pas, je dirais, préjuger de ce que la Cour européenne pourrait dire à ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est une conception très particulière de la neutralité, qui n'est pas une neutralité qui rassemble, mais une neutralité qui divise. Mais le problème ne se pose pas que chez Acteris. J'imagine qu'il y a d'autres administrations qui pratiquent un peu le... Alors voilà, il y a une sorte de... Voilà, et c'est ça un petit peu le problème, c'est que certaines administrations, c'est oui, d'autres, c'est non. Tout ça dépend, c'est un peu du cas par cas, du coup par coup. Et vous avez interpellé le Centre pour l'égalité des chances. Je l'ai vu aussi dans la lettre. Le Centre pour l'égalité des chances était déjà positionné sur le sujet, en estimant notamment, un peu prudent, mais en disant en tout cas qu'en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas en contact direct avec le public, ce qui est le cas de ces personnes, elles ne sont pas en contact direct avec le public, on ne voit pas très bien, puisqu'ici il s'agit d'une neutralité de visibilité. De rien d'autre, puisqu'on parle, il ne faudrait pas que les utilisateurs des services publics puissent penser qu'il y aurait une discrimination sur base de leurs convictions religieuses par le fait que les fonctionnaires portent certains signes. Si vous voulez reformuler ça de manière un peu plus vulgaire pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, pour moi aussi. Ça va, d'accord. Alors, je dois revenir, donc, la position du Centre pour l'égalité des chances sur cette question-là. Elle dit voilà... La position du Centre pour l'égalité des chances, c'est ceci, c'est qu'on doit interférer le moins possible avec les libertés religieuses. Et dans la mesure où les personnes ne sont pas en contact direct avec le public, ce critère de neutralité de l'État semble un peu suranné, puisque les personnes, on ne les voit pas. Elles sont là, mais on ne les voit pas. Or, la question de la neutralité de l'État est plutôt une question de visibilité. C'est-à-dire, on ne voudrait pas que des fonctionnaires en contact avec le public voient des signes religieux. Parce qu'un signe religieux, c'est une visibilité. Ça pourrait être une croix, oui, un ça foulard, peut être un foulard, une kippa, tout ça, effectivement. Mais tout ça va toujours dans le sens où il ne faudrait pas que les usagers du service public le voient. C'est de ça qu'il s'agit. Si on demande à des gens de ne pas assister... Mais est-ce que le public, je ne sais pas, est-ce que le public est demandeur à ce qu'on interdise justement ces couvre-chefs à connotation religieuse? Ou bien c'est juste l'administration Acteris qui dit moi je pense que ça doit être comme ça? Alors c'est ça qui est complexe, c'est qu'on ne va pas aller faire un référendum auprès des personnes pour savoir si ça les dérange ou non. Ils se retranchent derrière un concept qui dit il faut être neutre. Et comme on est neutre, on n'affiche rien. Mais cette neutralité dont il parle, c'est évidemment une neutralité au regard des usagers du service public. Il faudrait que les usagers aient la conviction que le service est neutre. Bon. Imaginons qu'un usager de l'extrême droite, ou du Front National, ou du Vlaams Belang, qui vient au guichet d'Acteris et qui voit un travailleur de peau noire et qu'il demande qu'on le retire parce que ça le dérange. Ah ben non, quelle serait l'attitude du... C'est certain, ce sera du racisme. On va vous dire une chose, la couleur de sa peau, on ne la choisit pas. Les signes religieux, on les choisit. On peut choisir de ne pas les montrer, ce qui est un petit peu différent. Donc c'est ce qu'on va peut-être vous répondre. D'accord. Ces femmes n'ont jamais posé de problème dans leur service? Jamais. Apparemment, non, sinon on l'aurait su. Non, elles n'ont pas posé de problème. On ne considère pas qu'elles font moins ou mieux leur travail en fonction... Je dirais non pas tellement en fonction de leur conviction religieuse, parce que la question n'est pas la conviction religieuse, mais de la visibilité de leur conviction religieuse. On n'a pas besoin du foulard pour savoir qu'elles sont musulmanes. Ça pourrait se savoir ou se deviner de plein... Alors, sur cette question du port du foulard islamique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, au fond, est-ce qu'il y a une position commune des partis politiques ou du gouvernement? Est-ce qu'il y a une loi qui l'interdise ou pas Non, voilà. Non, justement. Politiquement, quels sont les... Alors politiquement, il y a une grande division, comme vous le savez, qui existe en Belgique au sujet de cette neutralité de l'État, sur quel est le sens lui donner. On ne s'est pas encore mis d'accord. Donc on ressent cette tension, je dirais, ou ce rapport de force ou ce rapport de point de vue dans une série d'administrations. Certains vont l'admettre au nom de la neutralité de l'État, d'autres ne vont pas l'admettre, toujours au nom de la neutralité du service public. Je veux dire, il y a beaucoup, les mêmes principes peuvent vouloir dire deux choses différentes selon l'idéologie qui est derrière. Et c'est ça toute la difficulté ici, c'est qu'il y a une sorte d'appropriation d'un principe pour essayer de faire passer des idées ou des convictions. En Flandre, comment ça se passe? Alors, je suis plutôt francophone, donc par exemple, en Flandre, il y a par exemple le voile à l'école, a fait l'objet par contre de mesures à caractère législatif. D'interdiction, ce qui n'est pas le cas encore directement du côté francophone. Donc,
c'est très complexe et ça pose vraiment un regard, c'est un regard sur la société qui devient un débat politique et où le droit finalement risque d'être un peu instrumentalisé. Mais alors pourquoi par exemple le Centre pour l'égalité des chances, qui est une institution indépendante, entre guillemets, mais qui est une institution étatique, oui. Pourquoi il ne prend pas une position tranchée sur la question? Il a pris une position qui consiste à dire qu'ils veulent bien admettre le principe de la neutralité de l'État. Le Centre pour l'égalité des chances n'est pas un organe décisionnel. Et décidément. C'est un lapsus, mais bon, qui n'a rien à voir avec mais je sais bien, je pensais à Rachid Dati, qui en avait fait aussi. Ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Qui est un organe. Un organe décisionnel, le S dessus était proche, n'est pas un organe décisionnel, justement. Donc, il peut émettre un avis sur le sujet. Il est chargé, je dirais, d'appliquer les dispositions anti-discrimination. Et donc, dans le cas particulier de ces personnes, je pense que la position du Centre pour l'égalité des chances est assez claire, dans la mesure où ces personnes, de toute manière, ne sont pas en contact avec le public. Pour eux, leur point de vue est clair. Il n'y a pas de raison de leur interdire le port de signes religieux. La neutralité de l'État, ou en tout cas l'apparence de neutralité de l'État, est préservée puisqu'on ne les voit pas. Voilà. C'est pas la première fois que Actiris se trouve mêlé à ce genre de débat avec des musulmans. Dernièrement, elle a porté plainte contre l'ancien directeur du MRAX, Radouane Boulal, justement en relation avec un dossier que défendait le MRAX. Dossier, je crois, d'un de vos clientes qui porte le foulard. Mais bon, et donc, concrètement, est-ce que vous avez encore, je ne sais pas, est-ce que avec Actiris, vous essayez de débloquer ces cas-là, ou bien pour Actiris, c'est une position tranchée? Écoutez, de toute façon, la partie est loin d'être terminée, puisqu'on va de toute façon attendre ce que Actiris va décider. Si on glisse vers une interdiction des signes religieux sur base du principe de la neutralité de l'État, on peut encore le contester. Comme vous le savez, il y a des possibilités de recours au Conseil d'État, et puis le cas échéant, auprès de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Voilà, il y a encore des éléments à faire valoir. Et qu'est-ce que vous attendez exactement de Mme Céline Frémont, la nouvelle ministre de l'Emploi de Bruxelles? Comme le débat est politique, manifestement, c'est-à-dire qu'il y a derrière une idéologie ou une certaine conception, il nous semblait intéressant d'attirer l'attention sur ce qui se passe d'un certain nombre d'intervenants, dont notamment le ministre de la Justice, non pas pour lui demander d'intervenir directement, mais en tout cas pour la conscientiser et pour un petit peu soulever, je dirais, le problème. Il y a débat, il y a problème et il y a discrimination à côté de chez nous, je veux dire, vraiment dans des services publics. Alors, toujours dans votre lettre adressée à Mme Céline Frémont, je vois que vous relayez une position assez, on va dire, exceptionnelle, parce qu'elle est presque unique. C'est celle du ministre Bruno Delille. Oui. Qui pour lui, cet argument de neutralité n'a pas à être soulevé dans ces cas. Pour lui, la neutralité la voit de manière beaucoup plus large. La neutralité des services, pas la neutralité des personnes. Voilà, exactement. C'est exactement la conception de la neutralité que j'ai, que nous faisons valoir. C'est qu'effectivement, la neutralité est celle du service, bien sûr, qu'il n'y ait pas de discrimination ni de préférence dans le service. La personne est ce qu'elle est et ses libertés ne sont pas limitées parce qu'elle est fonctionnaire. Et je crois qu'il est intéressant de remettre les principes dans le bon ordre. Donc vous êtes en train de dire que le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale n'est pas unanime sur la question? Non, c'est ce que j'essaie de dire. Il y a une grande division qui existe à ce sujet. Une grande, une petite, parce que Bruno Delille, il est seul pour l'instant. Oui, mais enfin, je veux dire, quand c'est un débat qui quand même traverse pas mal la société belge, tant sur le plan intellectuel que sur le plan politique. Je ne dis pas que M. Delille représente la majorité, mais il représente une voix et il n'est pas complètement isolé non plus. Vous le croyez? Je le pense. D'accord. Alors, on parle de ce sujet, on ne peut pas ne pas parler du contexte général, parce que j'ai moi devant moi le dernier rapport du réseau européen contre le racisme, oui. ENAR, une institution européenne qui travaille sur ces matières de racisme et de discrimination, et qui parle d'une islamophobie et de la discrimination envers les musulmans qui gagne de plus en plus du terrain ici en Europe. Voilà, Est-ce que vous pensez que cette islamophobie a quelque chose avec ce genre de influence, ce genre de situation, de règlement? Je pense qu'on ne peut pas l'exclure. Effectivement, je crois que sous le couvert de grands principes, c'est une peur qui se cache, qui va prendre des formes diverses. Et donc, on va invoquer toutes sortes de principes, la neutralité de l'État, l'égalité homme-femme, enfin, beaucoup de principes sont invoqués pour tenter, je dirais, de brider
ou de ne pas voir, ou de nier, ou d'essayer de faire marche arrière face à une réalité qui est difficilement contestable, qui est la présence importante de musulmans en Belgique, déjà depuis au moins 3 générations. Pas pour tout le monde, mais je dirais que ça a commencé il y a déjà une 50aine d'années, certainement. Et qui suscite une crainte, c'est que tout d'un coup, il y a une visibilité de ces dernières années, doublée évidemment des problèmes que l'on connaît du 11 septembre. C'est une combinaison de plus grande visibilité, doublée d'un problème de peur. Alors, le même rapport d'ENAR, ce réseau européen contre le racisme, dit que les femmes et les filles musulmanes sont les plus, elles sont particulièrement affectées par ce problème d'islamophobie, de racisme. Bien sûr, puisque ça s'est fortement cristallisé sur la question du voile, du foulard et du voile intégral, d'ailleurs, les deux, qui sont tous les deux portés par des femmes. Et donc, ce sont elles qui font les frais, finalement, parce que ce sont les signes les plus visibles. On l'a choisi, on ne sait pas très bien, on aurait peut-être pu trouver autre chose, je ne sais pas quoi, mais on aurait pu trouver autre chose. Et tout s'est cristallisé, effectivement, sur les femmes. Et donc, conclusion, quels sont peut-être vos autres moyens d'action pour lutter contre ce règlement de travail qui discrimine ces femmes? Alors, comme je vous l'ai dit, tout d'abord la négociation, bien sûr, pour tenter de faire prévaloir une conception de la neutralité qui favorise plutôt la neutralité du service plutôt que la neutralité des personnes. Imaginez quelqu'un qui n'a aucun signe extérieur et qui en même temps pratique, je dirais, une politique de discrimination. C'est ça le vrai problème. Le reste, de favoriser cette neutralité du service et en même temps d'utiliser bien sûr tous les arguments juridiques et toutes les procédures qui existent pour faire valoir les droits. Comme je vous l'ai dit, il y a le recours éventuel au Conseil d'État pour demander l'annulation et en attendant la suspension, le recours à la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, éventuellement faire valoir en expliquant auprès de la Commission européenne que la Belgique ne respecte pas nécessairement tous ses engagements internationaux, tout en sachant très bien que ça s'inscrit dans un débat général en Europe. Mais ce sont des procédures qui prennent beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez que ces femmes vont rester encore à travailler à Actiris? Alors, il y a bien sûr une procédure plus nationale qui consiste à saisir en référé, comme en référé, le président du tribunal pour faire constater l'existence d'une discrimination sur base de la loi du 10 mai 2007 aussi, et qui protège en quelque sorte du licenciement les personnes qui se mettent sous la protection de cette loi. Maintenant, ça ne préjuge pas évidemment de la décision qui va être prise par le tribunal à ce sujet. Voilà. Inès Wouters, avocate au barreau de Bruxelles, je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de succès. Quant à moi, chers amis, je vous souhaite de vous rencontrer très prochainement dans une autre émission Tijin Talk où il a dal kalhin aqul lakum ila liqa.